Allez, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence pour cette première conférence de la SAHL en version 2025. Donc ce soir, on va écouter Monsieur Molina, Patrick Molina, qui va venir vous faire une petite présentation sur Colomiers à travers les cartes postales, Colomiers en 1900, avec un petit avant-après. C'est la première des 3 conférences prévues cette année par la Société d'archéologie et d'histoire locale de Colomiers. Vous aurez une seconde conférence en septembre, une conférence sur l'histoire en général. Donc si vous connaissez des personnes qui ne connaissent pas trop l'histoire de Colomiers, n'hésitez pas à leur dire de venir, les nouveaux colomiérains ou des plus anciens, voilà. Et une 3e conférence en novembre qui sera animée par Pierre-Yves Chanen, qui sera là beaucoup plus pointue, beaucoup plus précise sur l'histoire de Colomiers, du Moyen-Âge à la Révolution, avec des apports scientifiques bien précis. Alors cette société d'histoire locale, d'archéologie d'histoire locale, aujourd'hui elle comprend quelques membres, nous en avons quelques-uns ici, Dimitri au fond, Bertrand juste là, Pierre-Yves qui a contribué par le passé à de nombreuses publications, Patrick et moi-même. Il y a d'autres membres qui n'ont pas pu être présents ce soir, mais qui participent aussi à ces sessions. Cette société d'histoire locale, elle a été créée il y a plus d'un demi-siècle maintenant, dans les années 70, par Henri Molina, Claude Simion et tout un tas d'autres passionnés d'histoire de la ville qui avaient envie de creuser, chercher, trouver des choses sur notre ville. Ils ont mené des fouilles, ils ont fait des publications, alors des publications régulières et puis des publications bien plus solides que vous avez là-bas, qui sont en don, donc n'hésitez pas en partant, si vous souhaitez garder trace de cette conférence, à prendre un volume de l'histoire locale que Dimitri peut-être peut vous montrer ici, ainsi que le livre sur l'histoire sur les cartes postales. Voilà, il y a 2 tomes, des origines à 1940, bonsoir, entrez, je vous en prie, et de 1940 à nos jours. Et après, vous avez la publication portant sur la conférence qui va vous être présentée ce soir. Alors, je vais faire très très rapidement une petite introduction, c'est ce que je viens de faire, et vous montrer la page du site. On a réactualisé le site de la Société d'archéologie et d'histoire locale, le petit poussin qui sort de l'œuf et qui renaît. N'hésitez pas à aller le consulter. Nous mettrons sur ce site les dates des prochaines conférences, nous mettrons aussi des petits résumés, le podcast, et puis c'est aussi un moyen de nous contacter ou de voir un peu les publications qui ont déjà été faites. Je ne vais pas en dire plus, je laisse la parole ici à notre conférencier et bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, bienvenue à toutes et à tous, du coup, pour cette présentation de Colomiers à travers des cartes postales, donc des cartes postales du début du XXe siècle. Voilà. Alors, je vais d'abord vous présenter ce livre, puisque une grande partie des cartes postales que nous allons regarder aujourd'hui sont tirées de ce livre donc, qui a été publié en 1984. Et face au succès, l'édition ayant été épuisée relativement vite, à partir des années 2000, on s'est dit qu'il était peut-être intéressant de republier ce livre de cartes postales. Et donc en 2009, on a une 2e édition. Et cette 2e édition s'appelle donc Colomiers au début du siècle dernier. Et c'est à travers ces cartes postales que je vais vous proposer une promenade dans le Colomiers des années 1900. Voilà. Alors, avant d'aborder peut-être ces cartes, on va se poser la question d'abord de savoir à quoi ressemblait notre ville au début du XXe siècle, c'est-à-dire en 1900, donc sur le plan démographique, la structure urbaine, qu'en était-il de la ville donc en 1900. Je vous propose donc une petite topographie du village au début du siècle dernier. Alors à partir de ce petit schéma simplifié, on peut se rendre compte que la ville de Colomiers, elle était construite autour de 2 grands axes, en fait. Vous avez un premier axe qui part de la place de la Bascule et qui va vers la rue Gillet, se poursuit par la rue de l'Église, place Firmin-Pons et ensuite, toujours, rue du Prat. Donc on a vraiment une sorte de village-rue, si vous voulez, qui se présente sous la forme d'un axe central, avec quelques rues perpendiculaires, mais pas très nombreuses finalement. On a par exemple ici la rue Crestias, la rue Rivals, la rue de la Gare. Donc une ville qui est structurée autour de cet axe ancien. Et ensuite, vous avez également un 2e grand axe, que l'on appelait couramment le Grand Chemin, et qui en réalité, c'était tout simplement la partie dans notre territoire de l'axe routier qui reliait Toulouse à Auch. Voilà.
Donc Toulouse-Hoche passe par Colomiers et cet axe correspond aux rues qui aujourd'hui sont donc la rue d'Hoche, l'allée du Comminges et depuis la Fontaine Lumineuse jusqu'en haut de la côte de Colomiers, eh bien vous avez l'allée du Naurouse. Voilà. Donc cet axe central qu'on appelle donc le Grand Chemin parce qu'il relie Toulouse à Colomiers, passé par notre ville, et on est évidemment, vous l'avez bien compris, avant que ne soit construit l'axe autoroutier, la fameuse nationale 124, qui sera à l'extérieur de cette structure ancienne. Un dernier point peut-être, vous observez que nous avons également une voie ferrée qui traversait notre ville et qui ne correspond pas au tracé actuel. Et on avait donc dans Colomiers une gare que je vous ai représentée ici sur une carte postale qui est tirée du livre. Et donc le train passait également dans le centre actuel de Colomiers et on verra précisément à quel endroit. Voilà pour cette courte présentation. Alors je vais vous proposer une vue un peu plus précise. Alors ça c'est une carte d'état-major qui date de 1866. Qu'on peut trouver sur le site de l'Institut géographique national, enfin sur le site de l'IGN. Alors on remarquera déjà qu'il y a une petite faute d'orthographe sur le nom de la ville, bon, Colomiers avec 2 M, bon. Mais on voit surtout que on retrouve bien cette structure, donc l'axe Toulouse-Hoche qui est représenté ici, et on observe également que sur la place de la Bascule, on a cette connexion avec ce qui apparaît alors comme un village-rue, avec une concentration de l'habitat le long des rues Gilet et des rues du coup de l'église et qui se poursuit avec la rue du Prat. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est une petite balade, donc de remonter le temps, en quelque sorte, pour une promenade dans le village d'antan, tel qu'il pouvait être en 1900, à une époque où c'est l'omnibus qui permettait de relier Toulouse à Colomiers. L'omnibus, c'est une voiture à chevaux, en fait. En général, c'était une voiture tirée par 3 chevaux, et c'était ça le moyen le plus efficace pour relier Toulouse et Colomiers. Donc là, j'ai fait un petit zoom pour vous montrer du coup les 2 grands axes qui sont l'essentiel du tissu urbain columérin. On a quelques hameaux, ça j'en ai pas parlé, mais vous avez quand même le hameau d'Anjaca, le hameau des Ramassiers, un peu plus bas. Enfin, vous avez quelques hameaux isolés, mais globalement, la ville se résume quand même au croisement du grand axe avec la rue Gilet. Alors donc on va commencer par, j'ai appelé ça chapitre 1, après le chapitre 2, ça sera sur les déplacements dans la ville, comment on circulait dans la ville de Colomiers, comment on se déplaçait au début du XXe siècle. Donc promenade dans le village des années 1900, et on va commencer logiquement par l'entrée du village. Alors où se trouvait l'entrée du village ? Bien, sur cette carte postale, vous avez ici écrit en haut, alors je ne sais pas si on le voit très bien, mais le titre de la carte s'intitule « Pièce d'eau, entrée du village ». Alors, on se situe à quel endroit ? Est-ce que vous voyez à peu près où on est là ? On est en haut de la côte, on vient de passer donc la place de la Bascule, on a pris l'allée du Naurouse et on arrive tout en haut, là où débutent les premières habitations de la ville. Donc, je ne vous ai pas dit non plus, oui, voilà. Donc, ici, on reconnaît que quand on arrive, on a en fait ce qu'on appelle une pièce d'eau. En fait, c'est une mare, un petit vivier qui nous accueille en quelque sorte lorsqu'on arrive en haut de Colomiers. Vous avez ici ce qui correspond à l'actuelle rue d'Hoche. Voilà, je ne sais pas si vous repérez. Et sur la partie gauche, vous avez une rue qui correspond à l'actuelle rue des Sports. Alors évidemment, dans les années 60, on va construire un complexe sportif avec un stade, des tennis, etc. Et donc ça va s'appeler rue des Sports. Bien évidemment, à l'époque, ça ne s'appelait pas la rue des Sports, mais comme cette rue pouvait mener en la poursuivant vers Tournefeuille, eh bien, ça s'appelait tout simplement rue de Tournefeuille. Voilà. Donc pour situer un petit peu mieux, si vous voulez, le lieu où on se trouvait sur la photo précédente, je pense que le photographe avait dû se placer à peu près par là. Là, vous avez l'actuel Square Canelas, qui est le nom d'un résistant columérin, qui était justement occupé par cette mare. Vous retrouvez là, rue des Sports,
et la route d'Auch qui mène vers la place de la Bascule avec, sur la partie sur la droite, la rue Gillet. Donc voilà comment se présentait l'entrée du village. Et les maisons, finalement, si on observe cette carte, n'ont pas tant changé que ça, hein, si on regarde la façon dont était organisée notre ville. Alors maintenant, on va parler de ce fameux grand chemin, mais sur beaucoup de cartes postales, ce qui est assez frappant, c'est que le grand chemin, il est appelé avenue vers Pibrac. Sur d'autres cartes, c'est rue de Pibrac. Alors pourquoi ce nom? Eh bien tout simplement parce que à Colomiers, plutôt que d'appeler ça la route royale, parce que finalement, je vais peut-être vous le montrer sur la carte précédente. Pour les habitants de Colomiers, eh bien, ce chemin-là, c'est vraiment le chemin qui mène vers la ville la plus proche. Et les villes les plus proches, c'est Pibrac, et un peu plus loin, on a Léguevin. Et je ne sais pas si vous le savez, mais Léguevin, ça signifie tout simplement 20 lieues en occitan. Légo-vin. Alors pourquoi 20 lieues? Parce que c'est à 20 lieues de Auch. Donc on est vraiment, Légovie signifie 20 lieues, c'est-à-dire 96 km et quelques d'Auch. Et donc on est sur cet axe que les cartes d'état-major ou les cartes de l'époque appellent la route nationale. Sous l'Ancien Régime, ça s'appelait la route royale, et sous l'Empire, eh bien, on appelait ça tout simplement la route impériale, y compris sous le Second Empire. Donc là on est sous la Troisième République en 1900, donc c'est la route nationale. Mais dans Colomiers, les cartes postales ne parlent quasiment jamais de route nationale, mais route vers Pibrac ou route de Pibrac. Donc si vous voulez bien, on va revenir donc sur la rue d'Auch. Alors ce qu'on peut observer, c'est que vous avez donc à l'arrière-plan, sur la gauche, vous avez donc la place de la Bascule. Vous avez sur la partie droite, ben, vous reconnaîtrez peut-être l'angle qui permet de passer vers la rue Gillet. Je vais peut-être reprendre mes notes pour les quelques noms qui sont peut-être intéressants. Donc vous avez sur l'entrée du village une... oui, parce que j'ai noté beaucoup de choses, mais je vais peut-être pas tout... voilà, vous avez le café Porté. Alors ce café Porté, d'ailleurs le nom, vous pouvez l'observer, est indiqué juste au-dessus ici. Eh bien, il existe encore aujourd'hui, mais bien évidemment, il a été remanié, rénové, et aujourd'hui, ça correspond au café des Six Nations, tout simplement, qui se trouve à cet emplacement même, face au centre médical qui, à ce moment-là, était occupé par une maison qui était habitée par monsieur Caral. Voilà, c'était la maison de monsieur Caral qui se trouvait juste en face de ce café, donc, Porté. Ce qu'on peut observer sur cette rue, ce qui est assez frappant, c'est quand même la tranquillité de cette route qui était censée assurer l'axe principal entre Toulouse et Auch. On peut observer la présence de 2 cyclistes, aucune voiture à l'horizon, on est dans les années 1900. On peut observer ici une charrette qui semble transporter des marchandises à vitesse très lente. Et donc une vie qui s'écoule finalement de façon assez tranquille. Et puis au-delà des arbres, eh bien, on le verra tout à l'heure, vous aviez un passage à niveau, tout simplement parce que la voie ferroviaire de Toulouse à Auch passait et traversait en partie le village. Voilà. Quand on s'éloigne, eh bien, on peut considérer qu'après le passage à niveau, on est quasiment sorti de la ville. On aura quelques maisons éparses le long de l'allée du Comminges, et ensuite on arrive à Anjaca, le petit hameau qui se situe à pratiquement 2 km de la place de la Bascule. Voilà. Alors je vous ai mis pour constater à quel point la structure du village finalement n'a pas tant changé que ça. Une photo où j'ai essayé de me placer à peu près au même endroit que le photographe de l'époque. Voilà. Donc on reconnaît ici le centre médical qui était une maison Caral, le café qui était à l'emplacement du café Porté, et voilà, on reconnaît à peu près l'habitat actuel. Alors cette photo, c'est toujours la rue d'Auch, mais on est placé on a une vue opposée à celle de tout à l'heure.
Donc là, nous sommes avec une vue qui donne vers Toulouse. On a sur notre droite, eh bien, tout simplement, la place de la bascule. Hein, vous reconnaîtrez certainement la place de la bascule. Nous sommes également, voilà, on peut également observer ici qu'il existait un autre café. Donc là, vous avez le café Bourdet, et là, vous avez un autre café qui faisait l'angle de la rue d'Auch et du chemin des Bourdettes. Et il s'appelait ce café, en 1900, le café Bourdet. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu, ce café? Eh bien, il est devenu plus tard un café-restaurant qui s'appelait dans les années de l'après-guerre le Trou Normand. Avant sa fermeture définitive en 2004, ça s'appelait le Trou Doc. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, ça correspond tout simplement à la pharmacie de la bascule, donc qui se trouve ici, à l'emplacement de cet ancien café. Alors oui, tout à fait. Alors je vais en parler tout à l'heure dans le chapitre 2, sur les transports, mais effectivement, on aperçoit ici le tramway qui est en train d'entamer une courbe pour passer de la rue d'Auch vers la rue Gillet. Effectivement, tout à fait. Alors, est-ce que vous reconnaissez cette maison? Ah non, c'est pas la mairie, non, pas du tout. On l'a vu tout à l'heure, sur ce cliché, la voici, vous voyez? Voilà. On est vraiment en face de la place de la bascule. Et cette maison, est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui? Eh bien oui, elle existe encore aujourd'hui. Je vais même vous la montrer. Voilà, la voici. On la reconnaît parfaitement. Alors c'est maintenant la Banque Populaire hein, de Colomiers. On est juste en face de la place de la bascule. Alors qu'est-ce que c'était autrefois? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'abriter une banque, évidemment, avant 1914, c'était une épicerie qui était dirigée par Monsieur Villeneuve. Et donc cette épicerie, on peut en voir ici la devanture. Alors pour le côté un peu anecdotique, je dirais qu'après dans les années suivantes, cette épicerie sera dirigée par un certain Monsieur Couput, puis par ses fils. Et ce monsieur Couput sera finalement à l'origine de l'ouverture du tout premier supermarché de Colomiers. Il n'y avait jamais eu de supermarché à Colomiers, et dans les années, alors je sais plus, c'est les années 60, hein, dans ces années-là, eh bien, monsieur Couput va délocaliser en quelque sorte son commerce pour ouvrir, aller du Naurouse au niveau de Aldi Marché, un supermarché Codec. Voilà. Mais ça sera le premier supermarché de Colomiers, qui sera fondé par celui qui dirigeait à ce moment-là, voilà, monsieur Couput. Ouais. Les deux photos là-bas, sur la place de la bascule. Oui. Là, le toit qui est à droite, là, oui. C'est l'ancien toit public. C'était la bascule d'origine. D'accord, parce que la bascule, normalement, se trouvait, effectivement. Mais il y a eu une bascule également, on va en parler tout à l'heure, sur la place de la bascule même. Mais en effet, là, tout à fait. D'accord. Ok, d'accord. Effectivement. Alors, nous retrouvons... Alors, attends, je suis allé en arrière, je crois. Voilà. Donc, justement, alors, sur la bascule, est-ce que... bon, je pense que beaucoup parmi vous le sauront, mais quelle est l'origine du nom de cette place qui, avant de s'appeler la place de la bascule, s'appelait la place des tricheries? Est-ce que vous avez une idée de l'origine du nom, la bascule? Ah oui, alors tricher, oui, peut-être. Hein. Bon, il y avait peut-être des cafés où les gens jouaient aux cartes. Ça viendrait peut-être de là, le terme tricherie, parce que bon, voilà. Le poids des camions, on n'appelle pas des camions, mais des charrettes. Alors oui, tout à fait. C'est parce qu'il existait, à cet endroit-là, fin du 19e siècle, a été installée ce qu'on appelle une bascule publique pour peser, disait-on, les récoltes et les bestiaux. Voilà. Et donc, il y avait un plateau central qui permettait... Donc peut-être le poids public effectivement, qui permettait de peser les volailles. Les columérins pouvaient peser les volailles, pouvaient peser les récoltes, pouvaient peser les animaux avant leur vente. Voilà. Donc ce poids public a donné son nom à la place dite de la bascule. Donc tout simplement pour cette raison, et ces bascules dites à bestiaux et à produits agricoles étaient assez nombreuses dans les villages ruraux, comme pouvait l'être Colomiers, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais la population de Colomiers, à 50%, ce sont des populations qui vivent de l'agriculture. Donc on est dans un village quand même qui est très orienté sur l'agriculture. Il y avait même 7 volaillers à Colomiers.
Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces volaillers? Eh bien, ils allaient récupérer des volailles du côté de Samatan, de l'île Jourdain. Les volailles étaient engraissées, puis tuées, puis plumées, puis revendues sur les marchés toulousains. Et il y avait 7 volaillers, dont un volailler très important qui s'appelait le volailler Belou, dont la maison a été fondée dans les années 1840. Donc voilà, c'était vraiment un village très agricole. C'est ce qu'il faut effectivement peut-être signaler. Donc dans un village rural, eh bien, il existait des bascules pour peser justement les récoltes. Il y avait, voilà. Allez, on va continuer donc notre promenade et on va s'éloigner un petit peu du centre pour aller vers un hameau un peu éloigné qui s'appelle le hameau d'Anjaca. Alors aujourd'hui, vous connaissez tous Anjaca pour sa zone industrielle, évidemment, elle est très connue, mais à l'époque, en 1900, c'était un petit hameau qui comprenait 46 bâtisses. Donc 46 bâtisses, après quelques estimations, on arrive à 140 habitants environ. Voilà. Il y avait à peu près 140 personnes qui vivaient dans ce hameau. Et à quoi ressemblait ce hameau? Eh bien, le voici. Le hameau d'Anjaca, ça ressemblait à ça. Et cette place s'appelait, vous l'avez ici indiqué, la place d'Anjaca. Alors cette place d'Anjaca, elle était très animée, il faut l'imaginer à l'époque, avec beaucoup d'animations, notamment liées à la ruralité. Vous aviez sur cette place un forgeron, on avait également un meunier, un tisserand, un marchand de bois et de charbon, donc qui permettait de vendre pour le chauffage, mais aussi peut-être pour la cuisinière, donc qui fonctionnait au bois. Hein. Et donc on avait vraiment des activités caractéristiques de la ruralité, puisqu'autour c'était des champs de blé, puisque à Colomiers on cultivait le blé, il y avait aussi des vignes, il faut savoir qu'il y avait des vignes, hein. Beaucoup de maisons avaient un petit arpent, quelques arpents de vignes, et puis les grandes propriétés également, ça permettait de fabriquer un vin local à Colomiers. Donc Colomiers était un terroir de vin. Voilà. Donc, qu'est devenu ce petit hameau? Eh bien, en fait, il existe encore. Il existe encore et on peut retrouver ici cette place donc d'Anjaca qui aujourd'hui correspond à la place, j'avais noté son nom, l'allée du hameau. Voilà, c'est l'allée du hameau aujourd'hui. Allez, je vais continuer parce que effectivement. Donc, ah oui, alors je ne vous l'ai pas dit, mais se faisait également de façon assez traditionnelle en septembre ce que les Columérains appelaient la baloche. Donc cette place était le lieu d'une fête, c'était un moment très festif où il y avait un orchestre, les gens dansaient, et c'était une façon de célébrer dans un village rural comme Colomiers la fin des vendanges, la fin des moissons, etc. Et donc tous les ans, en septembre, s'organisait la baloche. Et dans ce moment de convivialité, il n'y avait pas que les gens du hameau, si vous voulez. Il y avait aussi des Columérains du centre qui faisaient le déplacement et qui venaient participer, quoi. Et cette baloche, d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, c'était la suite d'une autre baloche qui se déroulait au centre de Colomiers au mois d'août. Voilà, la baloche qui durait 2 jours. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Alors, on revient maintenant on est au carrefour du Grand Chemin et de la rue Gillet. Alors voici donc à quoi pouvait ressembler l'axe central de Colomiers au début du XXe siècle. Donc cette carte postale de 1900 nous permet d'entrer un peu dans la vie intime des habitants de l'époque. On est un peu dans la vie de tous les jours. Alors ce qu'on voit ici, c'est une paire de bœufs qui s'apprête à être ferrée. Parce qu'en effet, on avait un monsieur qui s'appelait Sanchelou, qui était le maréchal ferrant de Colomiers. Et donc, eh bien, comme le cheval était très utilisé à Colomiers, ne serait-ce que pour les charrettes, dont on a pu voir quelques exemplaires tout à l'heure, eh bien, il y avait un maréchal ferrant qui se trouvait juste dans cet endroit. Et les anciens disaient qu'après 1914, ce Sanchelou s'était reconverti dans l'élevage de quelques vaches qui lui permettaient aussi d'avoir un petit appoint en vendant du lait aux Columérains. Voilà. Donc on voit également ici une fontaine. Cette fontaine, elle est aujourd'hui disparue. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que place de la Bascule, en face, il y avait un établissement qui s'appelait l'établissement Sanchelou, et c'était une grange aménagée pour le soin des chevaux. Et donc, par exemple, lorsque l'omnibus venait de Toulouse à Colomiers, les chevaux pouvaient se reposer et être donc dans cette grange qui correspond à l'actuelle BNP.
là où vous avez place de la Bascule, la BNP, à l'époque, il y avait une grange aménagée. Et donc, c'était là que, dans cette fontaine, du coup, dans l'auge de cette fontaine, que ce Sanchelou amenait les chevaux dont il avait la charge pour qu'ils puissent boire donc dans cette fontaine. Voilà. On voit également ici qu'il y a un autre café. Alors ce café, vous voyez la concurrence, hein, face au café Bourdet, vous avez ce café qui s'appelait le café de l'Union. Donc on avait deux cafés qui se faisaient face. Et si on regarde une photo plus actuelle, en se plaçant exactement au même endroit, on voit que aujourd'hui, il y a un petit restaurant à la place. On voit ici la bijouterie Marin, qui était un immeuble d'habitation tout simple à l'époque. Et on reconnaît ici bien la terrasse du café de l'Union. Et si on revient sur une autre photographie, on voit un cheval. Alors peut-être est-il venu boire un petit peu d'eau dans la fontaine, et puis on voit les deux cafés qui se font face. Donc le café de l'Union ici, avec en face, on aperçoit les buissons du café Bourdet. Voilà. Et encore un autre cliché dont on a gardé, qu'on a pu numériser depuis les années, depuis l'édition du premier livre en 1984, on a édité énormément de photographies. Et d'ailleurs, je l'ai peut-être pas signalé au départ, mais la plupart des photos que vous voyez aujourd'hui sont tirées de la collection personnelle de Madame Claude Simion, qui dans mes jeunes années était ma professeure de français et qui est à l'origine, avec mon père, Henri Molina, de la création de la Société d'archéologie en 1975. Donc beaucoup de photos que vous voyez là sont tirées de sa collection, mais il y en a aussi qui sont tirées tout simplement des collections personnelles des anciens de Colomiers, Monsieur Vedel ou d'autres, qui ont pu conserver ces cartes, et on a essayé de les collecter au fil du temps pour pouvoir les rendre accessibles justement aux Columériens aujourd'hui. Donc on va continuer avec la poste de la rue Gillet. Alors, en effet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous savez tous où se situe la poste. Elle est dans le nouveau centre qui a été créé dans les années 70. Mais à l'époque, tout le courrier qui arrivait à Colomiers transitait par cette poste qui se situait juste là. Donc, on est rue Gillet. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez où nous situons. Donc, c'est dans cette structure que parvenait le courrier à destination de Colomiers. Et peut-être une anecdote quand même. En 1846, la Poste considère qu'il y a un problème avec le nom de Colomiers. Alors lequel, d'après vous? Eh bien, on confond Colomiers et Coulommiers. Et du coup, il y a des courriers qui sont acheminés vers Colomiers, mais qui en fait étaient destinés à Coulommiers en actuelle Seine-et-Marne. Et puis à côté de ça, il y a des courriers qui sont destinés à Colomiers qui vont au fin fond de la Seine-et-Marne. Donc il y avait un petit souci. Et donc les autorités de l'époque ont demandé à la municipalité s'il ne serait pas opportun de modifier le nom ou de rebaptiser la ville. Et la Poste va proposer Colomiers-Rudel. Alors Rudel, c'est le nom d'une ancienne co-seigneurie de Colomiers. Mais le conseil municipal de l'époque va voter à l'unanimité pour Colomiers-Lasplane. Alors pourquoi ce Colomiers-Lasplane? C'est le nom de François-Xavier Mescure de Lasplane, qui a été pendant 20 ans le maire de Colomiers, mais c'est un maire royaliste, qui a dirigé Colomiers, sa mairie, entre 1804 et 1825. Alors c'est pas très étonnant, parce qu'on se trouve à cette époque-là, en 1846, on est sous la monarchie de Juillet. Et donc la municipalité qui est à ce moment-là orléaniste, on va dire, elle décide d'attribuer un nom un peu plus célèbre par rapport au fait que ce maire a été pendant plus de 20 ans dirigeant la mairie. Et donc Colomiers va s'appeler à ce moment-là Colomiers-Lasplane. Voilà. Et vous trouverez le nom Colomiers-Lasplane sur une quantité assez importante de photographies. Vous le remarquerez tout à l'heure, il y a beaucoup de photographies qui s'appellent ainsi, et cet usage va perdurer jusqu'en 1954. Donc entre 1846, vote à l'unanimité du conseil municipal pour Colomiers-Lasplane, et 1954, officiellement Colomiers, ça s'appellera Colomiers-Lasplane. On peut aussi dire que c'est dans cette poste qu'a été installée la toute première cabine téléphonique. Et on est en 1910.
En 1910, la toute première la Poste installe la première cabine téléphonique de la ville. Alors qu'est-ce que c'est devenu ce bâtiment? Eh bien, il est resté une poste annexe pendant assez longtemps. D'ailleurs, sur cette photo qui date de 2021, on voit le sigle de la Poste encore. Hein. Et aujourd'hui, le bâtiment n'a plus du tout cet usage puisque c'est devenu une exposition consacrée à la future ligne du métro. Voilà. Donc si vous allez devant l'ancienne poste, vous aurez écrit la maison du métro. Donc je vous invite à y aller parce qu'il y a une petite exposition qui présente les caractéristiques de la future ligne de métro. Voilà. Alors maintenant nous arrivons, mais vous avez vu ça tout à l'heure, hein, quand j'ai la mairie-école et sa place. Alors là, il y a beaucoup à dire. D'abord, sur la mairie. Alors si je vous montre ce bâtiment, est-ce qu'on y voit l'ancienne mairie de Colomiers? Eh bien, oui, on voit l'ancienne mairie de Colomiers. C'est celle-ci. Ça, c'est la mairie de Colomiers. Voilà. Donc l'ancienne mairie de Colomiers se situe rue Gillet, et là vous avez une carte de 1908. Et sur cette carte de 1908, eh bien vous avez des enfants qui prennent la pause devant la place actuelle qui s'appelle aujourd'hui la place Joseph Verseil, du nom d'un columérin qui est mort à la Libération. Mais avant, ça s'appelle tout simplement la mairie et sa place. Voilà, c'est moins original, mais ça s'appelle la mairie et sa place. Cette mairie, on voit des enfants. Alors, c'est pas tout à fait par hasard qu'il y a beaucoup d'enfants dans ce coin-là. C'est parce que c'est tout simplement aussi une école. Mais ça, on va le voir dans quelques secondes. En revanche, ce que l'on peut remarquer, c'est que les enfants semblent attendre qu'une fête commence. Alors, quel est l'indice qui nous donne à penser que les enfants attendent une fête? Exactement, c'est qu'on a installé ce qu'on appelle les poteaux de fête. Et quand la municipalité a installé les poteaux de fête, c'est-à-dire qu'il allait y avoir une fête. Alors ça pouvait être la baloche du 15 août, comme on l'a dit tout à l'heure, ou alors la fête du 14 juillet. Et en général, quand il y avait une fête, avant le bal du soir, il y avait des jeux pour les enfants. Et donc les jeux pour les enfants, c'était des jeux de balle au pot, c'était des courses de sacs, etc. Donc les enfants semblent attendre comme ça que la fête commence. Et ils sont sur un petit muret qui a évidemment aujourd'hui disparu parce que aujourd'hui ça donne accès à la place. On peut observer ici également une charrette qui semble en arrêt devant une boutique. Il s'agit d'une boulangerie. Alors cette boulangerie, elle avait un nom, elle s'appelait la boulangerie Duchamp au début du XXe siècle, évidemment. Ensuite, ça deviendra la boulangerie Cascara, plus tard, dans les années 60-70, et de nos jours, c'est une agence immobilière, exactement. Et là, on est au 18 rue Gillet, et bien, c'était une boulangerie, et ce qui est assez marrant, c'est que l'expéditeur de cette carte, donc de 1908, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a marqué « Place de la fête locale, doux souvenir ». Voilà. Donc peut-être avait-il participé à ces festivités, il en gardait un bon souvenir. Voilà. Alors on va continuer maintenant avec, là la mairie et la place ne sont pas voisées, vous avez des drapeaux tricolores partout. Alors, on a un petit indice qui nous dit qu'on est sous la Troisième République. On voit le sigle RF, République française, à plusieurs, et puis les drapeaux tricolores. Donc on est certainement là pour le coup peut-être autour du 14 juillet. Et on voit une estrade, et c'est sur cette estrade que pouvait jouer un orchestre pour le bal, qui était donné à tous les columérins à ces occasions festives. Alors maintenant, on peut quand même se poser la question de la mairie et l'école. Alors là, voici l'école. Mais ça, c'est l'école et c'est la mairie. Parce que comme souvent sous la Troisième République, eh bien, les mairies et les écoles étaient parfois dans le même lieu. Et là, c'était d'autant plus vrai que vous aviez une entrée avec sur la partie gauche la mairie, donc tous les bureaux pour la mairie, et toute la partie droite, c'était des salles de classe. Une classe des garçons, une classe des filles. Voilà. Et donc ce bâtiment-là, en plus d'être la mairie, c'était aussi la mairie et l'école. C'est pour ça que sur la carte postale, il est indiqué hôtel de ville, mairie et école. Et pour le coup, c'est tout à fait ça. Voilà. Et là, on voit des élèves, que des garçons, donc c'est certainement une classe des garçons. On voit qu'ils sont extrêmement nombreux à pouvoir donc fréquenter ce qui est alors la seule école publique de Colomiers. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que des enfants qui sont là, ils avaient fait 2 km à pied le matin et ils en refaisaient 2 km le soir. Alors pourquoi? Parce qu'ils venaient du hameau d'Anjaca, par exemple. Donc les enfants d'Anjaca, il y a 150 personnes à peu près, ils étaient scolarisés
dans cette école. Donc voilà, il faut imaginer les conditions de transport à l'époque, parce qu'il le faisait à pied, évidemment. Alors maintenant, je vous ai mis une photographie, une carte postale de 1934. Alors pourquoi une carte postale de 1934 ? Parce que là, on voit que la place de la mairie a quand même pas mal changé. Ce qui s'est passé, c'est que le toit de l'ancienne mairie commençait à s'effondrer, donc il y a eu une réfection. Et cette réfection, eh bien, à l'époque, on est donc en 1934, et le maire de l'époque, Émile Calvé, décide qu'il est temps de construire une vraie mairie, qui sera consacrée uniquement à la mairie, et la voici au fond, de style toulousain, avec des briques. Et donc, désormais, on a une école, sur la gauche, qui ne sera consacrée qu'à cela, pour les filles. Ensuite, il y aura l'école des garçons, en effet. Mais au départ, effectivement, c'était une école commune, puis l'école des garçons. Et au fond, eh bien, enfin, la mairie. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que cette mairie va rester comme ça jusqu'en 1991. Ce n'est qu'en 1991 que tous les bureaux, etc., seront installés dans la mairie actuelle. Voilà. Donc, un petit retour dans le passé. Donc, on est loin des années 1900, mais il me semblait intéressant quand même de mettre cette petite photographie représentant les années 30, parce que c'est là que se font les gros changements. Et quand on demande à un Columérin où était l'ancienne mairie, la plupart du temps, ils disent c'était là. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu la mijoteuse, un espace de coworking. Enfin, voilà, c'est autre chose. Voilà. Et là, ça existe aussi ce bâtiment-là, et c'est l'antenne de la CAF, voilà, qui se situe là, dans ce bâtiment qui a été l'école Jean Massé pendant très longtemps. Voilà. Alors, cette carte postale est intéressante parce qu'elle nous permet d'observer que ça a beaucoup changé dans cet endroit-là. En effet, si vous regardez une carte actuelle, qu'est-ce que vous remarquerez ? C'est que ces bâtiments n'existent plus. C'est l'allée du Lot qui a été construite, enfin qui a été mise en place dans les années 70 pour relier le vieux Colomiers avec la cité de la Gare, puis le rond-point du Petit Prince un peu plus haut, l'actuel rond-point du Petit Prince. Et on a donc ici un espace où se trouvait un café très célèbre à Colomiers. Alors peut-être que certains connaissent le nom. Oui, le café Cambo, exactement. Alors pourquoi le café Cambo ? Parce que André Cambo, il a dirigé cet établissement pendant 50 ans. Donc les gens se disaient, on va au café Cambo. Mais en réalité, le vrai nom, c'est le café de la mairie, forcément, puisqu'on est place de la mairie. Et juste à côté, vous voyez qu'un autre établissement, et sur une photo un peu plus récente, on voit que c'est un coiffeur qui est installé, mais alors on est plutôt dans les années 20, a priori. Et c'est le coiffeur qui, visiblement, donc André, et à côté, vous avez André Cambo. Alors on le voit ici, à côté du motocycliste, il est encore jeune, donc il a encore quelques années, quelques décennies même pour gérer ce café donc de la mairie. Voilà. Mais ces établissements-là ont été n'existent plus aujourd'hui. Mais ce qui existe encore, c'est cette maison que l'on peut retrouver ici sur cette photo. Hein. Et cette maison appartenait, alors je sais plus, je crois que j'ai plus le nom. Bon, c'est pas... Comment ? Peut-être, c'est possible. Oui. Alors attendez, je l'ai noté quelque part, mais. Oui. Donc voilà, sur cette place de la mairie qui a quand même, vous le voyez, beaucoup évolué et qui était le lieu par excellence des festivités. Parce que si la bascule, on va dire que la bascule, ça sera un peu le centre économique du village. C'est là qu'il y a la foire voilà, etc. Bon, c'est pas moi qui sonne. Non, je croyais que c'était... Donc la place de la bascule, c'est un petit peu, on va dire, la place économique. La place de la mairie, eh bien, ça sera plutôt la place des festivités politiques, même si, il faut le dire, il y a aussi la baloche qui se déroule sur la place de la mairie. Et la baloche, c'est quand même une fête plutôt religieuse à la base, à l'origine. C'est une fête patronale qui se déroule le 15 août. Alors pourquoi le 15 août, la baloche ? Parce que la baloche se déroule au moment de la fête de l'Assomption. Et c'est aussi une fête patronale parce que Sainte Radegonde, qui est donc la sainte patronne de l'église de Colomiers, est née le 13 août. Donc, entre le 13 et le 15 août, se faisait une baloche qui durait 2 jours. Et pendant ces 2 jours, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait une estrade, des musiciens, beaucoup de... Voilà. Juste pour... c'était aussi la fête de Napoléon, donc quand il y a eu les bonapartistes, ils ont dit que c'était aussi Napoléon. Oui. Il y avait 2 fanfares vers 1900. Une qui était royaliste et l'autre qui était républicaine. Et
On a D'accord. rajouté que l'objectif c'était de pousser la grosse caisse dans le fossé. Ils sélectionnaient les D'accord. Ok, eh oui. Bon, il y en a des... Alors voilà, donc pour cette place, alors la place Firmin-Ponce qui sera aussi une grande place festive, comme on le verra tout à l'heure, puisqu'on va se rendre là, tranquillement. On va prendre la rue de l'Église maintenant, pour aller vers l'église. Alors cette rue de l'église, vous la voyez ici, avec l'église Sainte-Radegonde, donc à l'arrière-plan. Alors il y a deux remarques à faire sur cette carte postale. Sur cette carte postale, ce qu'on peut observer, c'est comme dans toutes les rues de la ville en 1900, eh bien, la rue est en terre battue. Voilà. On circule sur de la terre battue. Alors je vous laisse imaginer en hiver, ça devait être quand même relativement compliqué. Donc cette terre battue, c'est comme ça qu'étaient toutes les rues, du moins jusqu'à 1913, au moment où on va faire les travaux d'aménagement pour que le tramway puisse circuler sur cette rue de l'église. On notera aussi qu'aujourd'hui, là, on est rue Gilet. Mais à l'époque, ça s'appelait rue de l'église parce que la rue de l'église en 1900 était beaucoup plus longue qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle va de l'église à la place Firmin-Ponce. À l'époque, elle allait de la rue Crestias jusqu'à la place Firmin-Ponce. Donc ce n'est pas une erreur s'il y a écrit ici rue de l'église alors qu'on est rue Gilet. Et l'autre remarque que l'on peut faire, c'est qu'il n'y a des habitations que d'un seul côté de la rue. Alors pourquoi ? Parce qu'en face, vous avez un mur. Et derrière le mur, qu'est-ce qu'on avait ? Un parc. Voilà. Mais c'était pas un parc en fait, c'était un château. Voilà. Vous aviez un château. Et alors on va aller jeter un petit coup d'œil à ce château, vous allez voir à quoi il ressemblait. Alors, avant de passer au château quand même, un petit mot sur... vous allez remarquer que cette carte postale, elle a un petit lien avec le livre qui a été publié en 1984. Parce que cette carte postale a été choisie pour illustrer le livre de cartes postales que vous pourrez voir tout à l'heure. Et en fait, ce magasin d'alimentation, on peut le voir au fond, ici. Voilà. Donc là, ce magasin d'alimentation, c'était le café... attendez que je ne dise pas de bêtises. L'épicerie Madère. Voilà. Et donc cette épicerie Madère se situait pas très très loin de l'église. Et c'était une épicerie assez célèbre à Colomiers. Et là, on peut voir peut-être Madame Madère avec, pareil, une charrette tirée par un cheval, peut-être pour assurer la livraison voilà, de cette épicerie. Alors maintenant, on va toujours retrouver notre rue Gilet. Mais si le revêtement au sol a changé parce qu'on l'a adapté au tramway, comme on pourra le voir tout à l'heure, on observe que le mur est bel et bien toujours présent. Donc le château qui se trouvait juste derrière ce mur s'appelle le château de Lasplane. Alors le voici. Donc vous avez sur cette carte postale château de Lasplane, Colomiers, Haute-Garonne. C'est un cliché qui doit dater des années 1900 là aussi. Alors ce que l'on peut dire sur ce château, c'est qu'il a porté successivement le nom de ses différents propriétaires. Donc au départ, c'est un certain Antoine de Sellery, qui est un riche notaire, qui possédait des terres à Colomiers, qu'il a fait construire au XVIe siècle. Mais ce château devient la propriété en 1788 d'un personnage qu'on a déjà vu tout à l'heure, Xavier Mescure de Lasplane, qui était à la fois conseiller au Parlement de Toulouse, mais qui était également une des plus grandes fortunes toulousaines. Et donc c'est lui qui en 1788 va acquérir ce château, qui va donc devenir pour tous les Columérins le château Lasplane. Et la fille, enfin une descendante de Lasplane, une certaine Sabine de Lasplane, va épouser plus tard un Gabriel de Lacoste de Belcastel. Et donc le château va à ce moment-là s'appeler le château de Belcastel. Et sur certaines cartes, on retrouve ce nom. Et enfin, devinez quel est le nom du dernier propriétaire de ce château, qu'il achète en 1937. Un officier de la marine. Il s'appelait Henri Duroc. Voilà. Et donc on appelle ça le château du Roc. Voilà. Alors le château du Roc a disparu. Ce château, dans les années 60, ça sera le siège du centre aéré de Colomiers. Voilà. Mais en 1963, le centre aéré est déplacé vers le Cabirol, et comme le château est très endommagé, il a été détruit et remplacé par un restaurant, un bâtiment qui s'appellera d'abord le restaurant Le Columérin, et aujourd'hui c'est la Friendly Auberge qui se trouve en lieu et place de l'endroit où se trouvait le fameux château de, alors au choix, Belcastel, Roc, voilà.
Et ce qu'il reste quand même de ce château, c'est l'entrée que vous pouvez voir aujourd'hui, hein, voilà, qui donne accès au fameux parc du Roc. Voilà. Alors maintenant, on va quand même aller voir cette église Sainte-Radegonde, qui tire son nom d'une reine franque qui avait épousé le fils de Clovis, donc au VIe siècle. Et cette église, donc Sainte-Radegonde, vous pouvez observer qu'elle n'a pas beaucoup changé finalement, hein, depuis les années 1900. Ce qu'il faut savoir, alors quelques éléments peut-être d'explication, c'est que cette église a été construite de façon extrêmement progressive, c'est-à-dire que les documents dont on dispose attestent qu'il existait déjà une église datant du XIe siècle qui dépendait des chanoines de Saint-Cernin de Toulouse. Mais cette église a été détruite pour être reconstruite en 1522, et c'est donc à partir de là que cette église, par apports successifs, alors on a une surélévation des murs, ensuite au XVIIIe siècle, on a la création du fronton triangulaire, qui fait penser un peu à un temple antique, donc ça date du XVIIIe siècle, et le clocher, qui est un clocher qui date donc de, alors je me le suis noté de 1788 de mémoire, je vous dirai, ouais. Eh bien, ce clocher actuel donc a été construit avec un pinacle en forme de lanterne, et c'est un clocher en briques roses, très classique, en tour carré, voilà, qui date lui de donc 1788 ou 86. Voilà. Donc on a une église qui a été remaniée, mais qui correspond à peu près finalement qui a été celle qu'on connaît aujourd'hui. On a aussi une carte postale qui représente l'intérieur à un moment où quelques années plus tôt avait été construit ce plafond en bois qui, disent les archives, avait coûté la bagatelle de 6 000 francs de l'époque. Voilà. Donc on a aussi quelques cartes postales, et vous remarquerez qu'on a bien Colomiers tiré Lasplane. Donc on est vraiment, voilà, on peut savoir qu'on est entre 1846 et 1954. Voilà. Alors l'école de l'Enfant Jésus, pardon. Un petit mot peut-être sur cette école, parce que s'il y avait une école publique, il y avait aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui une école privée, une école libre. Voilà. Alors cette école de l'Enfant Jésus se trouvait juste en face de l'église Sainte-Radegonde. Oui. L'église de l'Enfant Jésus ? Non, l'école de l'Enfant Jésus. Oui. Elle a été démolie. Oui. Et elle est consistante de montrer le mur du château. Hein? Ah ouais. Elle était là à l'école, elle n'a jamais été là à l'école. D'accord. Ben, sur le livre de cartes postales dont je me suis servi, il marquait que c'était... voilà. Après, il y a eu des... Voilà, moi j'ai pris... D'accord. Ah ouais. Ok. D'accord. Ok. 18... D'accord. 1836, moi j'avais vu, mais ouais. Non, 1836, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Ok. Le château de Belcastel, Oui. comme Belcastel était très à droite, ils avaient donné, surtout à l'époque où ça a commencé à être interdit, ils avaient donné les lieux pour continuer à faire, à là où ça a été interdit, à mettre les autres seuls. D'accord. Après 1905, ils gardent en fait une école qui est à cet endroit-là, et qui est reléguée, qui donc effectivement s'appelle plus Sainte-Thérèse, mais les enfants. Et oui, voilà. En 1836, quand ils sont arrivés, les bonnes sœurs, c'était en pleine hiver scolaire. Oui, en 36, ça avait été fait, ouais. C'est 3 religieuses qui s'étaient installées à Colomiers, effectivement. 1836, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors en fait, ensuite c'est devenu un pensionnat, cette école, mais c'était pas du tout l'école que l'on connaît aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui c'est l'école Sainte-Thérèse, qui est issue de la fusion justement. Alors a priori, si j'ai bien lu, c'était une congrégation religieuse qui s'appelait la congrégation de Sainte-Croix qui dirigeait cet établissement. Voilà, les filles de la Croix, c'est ça. Donc voilà, en tout cas c'est devenu un pensionnat, on a à partir de 1839, d'après les documents, le recteur d'académie autorise l'ouverture d'un pensionnat. Alors sur cette carte, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit finalement le départ pour la promenade. Voilà. Et le titre de la carte postale nous montre des enfants prêts à partir peut-être vers, en balade. Alors, qu'est-ce que c'est devenu ce lieu ? Sur ce cliché, on voit l'église Sainte-Radegonde à l'arrière-plan.
Et donc cet établissement qui a fusionné avec donc l'établissement précédent est devenu, mais à partir de 1967, effectivement, le collège Sainte-Thérèse. Voilà. Alors là, j'ai un petit peu exagéré. La rue disparue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous montrer une carte postale. La voici. Donc là, on est où là? On est toujours sur la rue de l'église, mais on arrive à un endroit où la rue commence à faire une petite courbe pour aller vers la place Firmin-Pons. D'accord? Et si le terme est un peu exagéré, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de ce mur que l'on voit ici, aujourd'hui, vous avez un pont. Et ce pont, c'est le pont qui traverse au-dessus d'une 2x2 voies qui permet de relier deux ronds-points très importants dans Colomiers, le rond-point Flandre-Dunkerque vers le bas et en haut le rond-point actuel du Petit-Prince. Et donc, si vous voulez, tout ce lieu-là n'existe plus aujourd'hui. Là, vous avez celui qui était le menuisier de la ville, donc qui était établi rue Gilet. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on le voit avec à la main, une scie. Donc voilà, on peut déjà rien qu'avec ça deviner sa profession. Et ce que c'est devenu aujourd'hui, le pan de rue que vous voyez sur le cliché ici, ça correspond à cette petite courbure que fait la rue de l'église. Voilà. Autre photo d'un Colomiers disparu aussi, alors c'est assez étonnant parce qu'on le voit souvent sur les cartes postales, quand le photographe arrivait, le photographe attirait évidemment la curiosité de tous les enfants, et donc il était très fréquent que les columérins prennent la pose chaque fois qu'un photographe se positionnait pour faire un cliché, quoi. Ouais, voilà. Parce que c'était effectivement quelque chose d'assez rare à l'époque, hein, donc aujourd'hui quand on fait une photo, on n'a pas ces réactions évidemment, hein. Voilà. Mais donc en tout cas, à partir de là, c'est effectivement... on aperçoit au fond un bâtiment qu'on appelle la maison du docteur Marini. Alors que ce qu'il faut savoir, c'est que, en quelques mots, hein, c'est que ce bâtiment, il existe encore aujourd'hui, et on va le retrouver sur la place Firmin-Pons, puisque nous arrivons enfin sur ce qui est un autre lieu festif de Colomiers, avec la place de la mairie, la place Firmin-Pons. La voici. Ah, je suis allé un peu vite. Donc là, vous avez ici la maison du docteur Marini. Alors peut-être le savez-vous, mais ça a été pendant très longtemps, avant 2011 et le pavillon blanc, Henri Molina et la médiathèque, hein, bien sûr, ça a été la bibliothèque municipale de Colomiers. Voilà. Aujourd'hui, c'est la maison de la petite enfance, donc ce bâtiment existe encore aujourd'hui. En revanche, ce que vous avez juste à côté, c'était l'épicerie Mercerie, qui appartenait, alors je vais retrouver son nom parce que j'ai pas tous les noms comme ça. C'était l'épicerie Marini, non, de l'eau, excusez-moi, l'épicerie Mercerie de l'eau, qui se situait donc à côté de la rue Marini, de la maison Marini. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est en quelque sorte le deuxième grand cœur du village, avec la place de la mairie. On avait de très nombreux commerces sur la place Firmin-Pons. On avait évidemment l'épicerie que l'on voit ici, la mercerie en même temps. On avait également une boucherie qui appartenait à la famille Lupis, qui se trouvait juste en face. On avait également une boulangerie qui appartenait à la famille Mica. Et on avait aussi une autre boucherie, la boucherie Péchou, qui se trouvait un peu plus haut, vers la rue du Prat. Donc on a vraiment une grande part des commerces alimentaires qui se trouvaient sur cette place Firmin-Pons. Mais cette place Firmin-Pons était surtout célèbre, pourquoi ? Pour son grand café. Voilà. Le café qui s'appellera le Terminus, mais qui au départ s'appelle tout simplement le Grand Café. Alors vous aviez sur cette place un reposoir pour les processions religieuses, et vous aviez également une fontaine qui aujourd'hui sont disparues. Et là, on peut voir que deux platanes permettent à un cycliste de se reposer quelques instants. Donc cette place Firmin-Pons était très célèbre pour ce grand café. Voilà. Et là, cette carte postale nous montre la fête dite des vendanges. Alors la fête des vendanges, elle se déroulait tous les ans à la même période, vers septembre-octobre.
Et c'était une façon de célébrer les vendanges, parce que Colomiers était un territoire de vignes. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, je pense qu'il y avait à peu près 400 hectares de vignes. Voilà. Donc beaucoup de Columérains dans leur maison dans leur jardin, hein, avaient quelques arpents de vignes, et donc on célébrait la fête des vendanges. On voit que les jeunes et les plus jeunes sont présents. Là aussi, ça donnait lieu à un grand bal. Et ce café Le Terminus, c'est un peu le lieu de la sociabilité columérine. On dit que dans les années 20, il y avait un piano, et que ce piano permettait d'assurer un petit peu l'ambiance musicale lorsqu'on passait des films muets de l'époque. Voilà. Donc dans le café de la mairie, dans le grand café, il y avait une pianiste qui s'appelait Madame Delongue, qui jouait du piano et qui pouvait ainsi faire l'ambiance musicale des films muets des années 20. Après, vous me direz, mais alors ce café, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que vous avez une idée? Alors non, il n'a pas pris feu, mais il s'est effondré. En 1965, les gens qui occupaient ce café ont entendu des craquements terribles. Ils ont eu juste le temps de sortir et le café s'est effondré sur lui-même. Et donc, il n'a jamais été reconstruit. Donc, il était devenu, après le café Le Terminus, mais ça, c'est après 1913. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Et l'emplacement, alors vous me direz, où se situait le café? Eh bien, en gros, vous avez la maison du docteur Marini. Là, vous avez l'épicerie-mercerie et le café Le Terminus qui devait se trouver à cet endroit-là. Sur cette autre photographie, on peut observer que la place Firmin-Pons, c'était une place avec beaucoup de rues en étoile, en fait. Hein. Vous avez ici la rue du Fort qui monte. Vous avez vers la droite la rue Couderc. Encore plus à droite la rue Rivals, on va en parler tout à l'heure. Et sur la gauche, la rue du Prat, qui marque la poursuite. Donc c'était pas la place de l'Étoile, mais enfin il y avait quand même 5 rues qui donnaient sur la rue Firmin-Pons. Voilà. Alors sur cette photographie, on voit quand même le début de la rue du Fort. Alors pourquoi ce nom? Pourquoi le nom rue du Fort? C'est lié au fort qui a été construit vers 1200 sur ce qui était à ce moment-là un promontoire. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on a construit le château d'eau. Hein. Et sur ce promontoire, il y avait une bâtisse, alors on ne sait pas trop, il y avait un mur d'enceinte en briques et un bâtiment flanqué d'une tour. Et c'est surtout un lieu pour assurer la protection des Columérins dans des temps troublés ou pendant la guerre de 100 ans, il fallait se protéger des attaques des Anglais. Voilà. Et donc ce château qui aujourd'hui est disparu, eh bien, il en reste cette rue du Fort. En revanche, il y a un autre château qui lui est beaucoup plus connu, qui se trouvait rue Couderc et qui s'appelle le château des Raspaud. Et je vais vous le montrer. Donc là, j'ai passé. Voici le château dit des Raspaud. Alors là, on est rue Couderc. Alors pourquoi ce nom? Parce que tout simplement, la famille Raspaud a possédé ce château à partir du XVIIe siècle, mais c'est un château qui a été construit au XVIe. On peut observer qu'il a des tours à encorbellement, c'est-à-dire en saillie, hein, sur la rue notamment, et c'était un château qui était relativement important. Mais il était tellement délabré qu'en 1963, il a été décidé de le démolir. Et ce qu'il en reste quand même, c'est ce portail. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le portail dit des Raspaud qui a été rénové depuis et qui se trouve rue Couderc. Et donc on peut imaginer avec ce portail qu'il existait juste derrière ce fameux château dit des Raspaud. Pour se situer, je vous ai mis une vue aérienne, alors qui est beaucoup plus récente, hein, il me semble que c'est dans les années 50. Mais on y voit très bien donc le portail, le château des Raspaud avec les flanqués des deux tours. On voit ici à l'arrière-plan l'église Sainte-Radegonde. On n'a pas encore détruit la portion de rue pour créer le pont qui enjambe la 2 fois 2 voies. Et donc ce qu'on a ici, c'est une ancienne salle des fêtes qui a été ensuite détruite lorsque le pont a été construit. Et la rue que l'on voit sur la gauche, c'est la rue Rivals. Et donc on va faire un petit tour dans cette rue. Donc la rue Rivals, la voici telle qu'elle pouvait, voilà à quoi ressemblait la rue Rivals, donc au début des années 1900. Alors comme tout à l'heure, hein, même remarque, on voit que c'est de la terre battue qui
se trouve sur cette rue. Quelques remarques, le nom de la rue Rivals, c'est lié au nom un petit ruisseau, on va dire, qui s'appelait en occitan le Rival. Et donc c'est ça qui a donné son nom à la rue Rivals. Cette rue Rivals, eh bien, elle était aussi assez animée. Il y avait des artisans qui travaillaient là, et notamment un charron. Alors est-ce que vous savez ce que c'est qu'un charron? Je me suis aussi posé la question quand même. C'est vrai que... c'est ça, hein. Un charron, c'est quelqu'un qui est spécialisé à la fois dans le bois et le métal, et qui est chargé de réparer les chars, les charrettes, tout véhicule tracté par un animal finalement. Et donc ce qu'on peut observer ici, c'est que le charron de Colomiers s'appelait Le Maynet. C'était une grande figure de Colomiers dans les années 1900, il avait une réputation de bon vivant. Il y a eu beaucoup de columérins qui ont été apprentis chez ce fameux Le Maynet, et on le voit ici. Et qu'est-ce qu'il tient sur l'épaule? Eh bien, il tient une jante de char qui s'apprête peut-être à réparer. Donc voilà le charron de Colomiers qui vivait rue Rivals. Allez, comme l'heure tourne, on va avancer et je vous montre rapidement, avant d'aller rue du Prat, à quoi ressemble la rue Rivals aujourd'hui. Voilà. Avant-après, bon. Alors maintenant, je vais vous proposer de poursuivre notre chemin sur l'axe qui poursuit donc la rue de l'Église après la place Firmin-Pons, la rue du Prat. Alors d'où vient ce nom un peu étrange, la rue du Prat? Eh bien ça vient du Prat, c'est-à-dire du pré-communal. En occitan, parce qu'on parlait l'occitan, un pré se dit Prat. Et donc cette rue du Prat, elle doit son nom au fait qu'à l'extrémité de la rue du Prat se trouvait un pré communal dont les origines remontent au Moyen-Âge. Et ce pré communal, peu le savent, mais ça a été pendant très longtemps le stade de Colomiers. C'est-à-dire que c'est là que se trouvait le stade. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que notre cheminement nous amènera à la mémothèque, vous verrez tout à l'heure que je n'ai pas tout à fait menti. Alors voilà la rue du Prat, sur cette carte postale qui date des années 1900. Alors pareil, la rue n'a pas changé, si ce n'est le revêtement, où on voit toujours cette terre battue. On voit à l'arrière-plan l'église. Alors sur un cliché un peu plus sympathique, on voit que là encore, toute la population de la rue du Prat s'est précipitée pour voir ce que faisait le photographe. Et donc le photographe était content de voir que finalement tous les habitants de Colomiers, avec à l'arrière-plan donc le clocher de l'église, se retrouver. On voit toujours écrit Colomiers-Lasplane, donc là vous ne serez plus étonné. Et je vous ai trouvé la même photographie qui a été colorisée, parce qu'à l'époque il était d'usage aussi de coloriser certaines cartes postales pour les rendre un peu plus vivantes. Alors maintenant vous verrez que la vie est beaucoup moins importante dans la rue en tout cas, mais c'est à peu près là que se trouvait, j'ai pris cette photo à peu près avec l'église à l'arrière-plan, là où s'est placé sans doute le photographe donc à l'époque. Alors quand je vous disais tout à l'heure que nous étions à l'extrémité de la rue du Prat, bien vous observerez ici que sur cette extrémité, c'est là que vous avez le premier stade qui a pu servir donc avant la création du stade rue des Sports, dont on parlait tout à l'heure dans les années 60. Et ce stade, il a pu servir, alors il y a eu un club de rugby qui a été fondé en 1915. Ensuite, pour le foot, il faudra attendre 1932. Mais vous avez ici une vue de l'endroit où nous nous situons aujourd'hui. Alors je vais vous le montrer plus en détail. Le bâtiment que vous voyez là, vous savez ce que c'est? C'est la maison qui existe encore et qui se trouve à côté de la pharmacie, qui est juste là. La pharmacie dite du Prat. Ensuite, vous avez une rue qui part comme ça, qui s'appelle aujourd'hui, on est dessus, le chemin de l'Ormeau. Et la place de la pharmacie, vous le savez peut-être aussi, s'appelle la place de l'Ormeau. Eh bien, ça vient de quelque chose de bien précis, c'est que devant le pré communal, il y avait, avant les années 1900, un grand arbre qu'on appelait un ormeau. Et donc, à côté de cet ormeau, il y avait un vivier où les animaux pouvaient venir boire. Et du coup, les Columéras avaient l'habitude d'appeler ça le chemin de l'Ormeau. Et donc, c'est en souvenir de cet arbre et de cette mare que s'appelle aujourd'hui cette place, la place de l'Ormeau, et la rue de l'Ormeau où nous nous trouvons. Et donc, la mémothèque serait par là, en gros.
Et les anciens disent que dans les années 1900 et un peu avant, pendant la nuit, les sangliers venaient boire dans ce vivier. Voilà. Donc, ça montre bien la proximité, si vous voulez, de l'habitat avec la forêt, le rural, quoi. Voilà. Et donc, voici le premier stade qu'a connu Colomiers. Donc, on voit ici que c'est aménagé comme un stade de football. Il y a peut-être même des sortes de tribunes. Et là, c'est tout le bâti que l'on peut retrouver en sortant de la mémothèque. Alors, ce dernier cliché de la rue du Prat nous donne accès, ici, à droite, à l'actuelle rue des Garibaldiens, mais qui, à l'époque, s'appelait la rue de la Gare. Alors, pourquoi elle s'appelait ainsi ? Parce qu'elle menait à la gare. Ça nous amène au chapitre 2, qu'on va faire un peu plus rapidement, je vous rassure, parce que c'est vrai que l'heure tourne. Donc, le temps des diligences. Pourquoi le temps des diligences ? Parce que on va voir comment on circulait dans Colomiers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier mode de transport à Colomiers, c'était quoi ? C'était les jambes. On marchait à pied. Voilà, la plupart des Colomérins se déplaçaient à pied. Voilà. Et se déplaçant à pied, même les enfants, comme je vous le disais, ils faisaient 2 km pour aller à l'école. Ensuite, l'autre mode de transport, c'était en attelage. On avait pas mal d'attelages avec tirés par un cheval qui permettait par exemple, on le verra tout à l'heure, la famille Belou utilisait un attelage pour aller chercher les oies à la gare. Voilà. Mais il y a d'autres modes de transport. Et un changement vraiment très important se produit à Colomiers en 1877, lorsqu'est inaugurée la gare de Colomiers. La voici. Ça, c'est la gare de Colomiers telle qu'elle existait en 1900. Alors, cette gare, pourquoi elle existe déjà ? En fait, Matabio a été construite dans les années en 1859. Et la gare Matabio, elle était reliée à Narbonne et elle était reliée à Bordeaux. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a créé une gare à Colomiers ? Parce qu'en 1865, on est encore sous le Second Empire et on a l'idée de construire un axe qui va relier Toulouse à Auch, puis Bayonne. Et donc, comme on avait la route impériale sous Napoléon qui passait par Colomiers, tout naturellement, on a tracé une voie ferroviaire entre Toulouse et Auch, passant par Colomiers. Et donc, lorsque la gare est inaugurée, on le voit ici, on est quand même vraiment dans la campagne. Il faut le dire qu'on ne voit aucune habitation à l'horizon. Donc, voilà, nous sommes donc en 1877, pardon. Et donc, pourquoi 1877 ? La décision a été prise en 65, mais il a fallu faire tous les travaux d'aménagement. Donc c'est pour cette raison que la gare a été construite finalement et inaugurée sous la Troisième République, alors qu'elle a été décidée sous l'Empire. Que dire de plus ? Alors, je ne veux pas non plus trop... Ce qu'il faut savoir peut-être, c'est que c'est une compagnie privée qui est à l'origine de cette gare. Parce qu'à l'époque, on est avant 1936 et la nationalisation des chemins de fer. Donc l'État donnait des concessions à des compagnies privées qui étaient chargées de faire toute la superstructure, c'est-à-dire l'infrastructure, les gares, les rails, voilà. Donc sur ce cliché, on voit donc une locomotive qui vient d'Auch et qui arrive à Colomiers. Là, vous avez un cliché beaucoup plus rapproché, où on voit le tender, c'est-à-dire la locomotive et pour le charbon, le wagon spécial qui tient où se trouvait le combustible. On voit également d'autres wagons qui sont des wagons à passagers, puis des wagons de marchandises. Et sur ce cliché, on voit que cette gare pouvait être utile aussi au commerce des Columérins. Alors pourquoi ? Parce qu'on voit ici des tonneaux qui laisse suggérer que peut-être que les Columérins vendaient le surplus de vin à Toulouse. On peut observer également ici, sur une charrette, Lucien Belou. Alors qui c'est ? C'est le fameux propriétaire des établissements Belou, fondé en 1848, donc un volailler très connu à Colomiers. Et là, on le voit sur une charrette avec des caisses qui vient très certainement se positionner pour recevoir une cargaison d'oies ou de volailles venues du Gers. Et donc la gare assure finalement la vie économique de la ville. Avant, ils y allaient par le grand chemin, de façon beaucoup plus lente. Donc ça montre le côté utile de cette gare, parce qu'on peut s'imaginer que c'était surtout pour assurer la liaison entre Toulouse et Auch puis Bayonne que cette gare a été construite. On remarquera que vous avez ici une allée de platanes, elle existe toujours.
avec aujourd'hui la rue piétonne dite du Petit Prince. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui. Voici où se situe la gare. Voilà. Donc l'ancienne gare, elle existe encore. Dans les années 80, je ne sais pas si c'est... certainement vous le savez, mais ça a été quoi la gare? C'était le commissariat de police. Voilà. Avant son transfert vers la mairie, là où il se trouve aujourd'hui. Ensuite, ça a été un centre culturel et aujourd'hui, c'est la maison Saint-Exupéry. Voilà, donc vous avez ici l'ancienne gare. Et là, on reconnaît l'allée de Platane qui menait vers le vieux Colomiers. Enfin, vers le village, on va dire. Donc ensuite, on a une autre photographie que j'ai prise plus récemment pour vous montrer finalement un bâtiment qui a été qu'on a bien fait de ne pas détruire parce qu'aujourd'hui, il apparaît comme un vestige de ce lointain passé où la gare, avant 1967, parce qu'après en 1967, c'est le moment où il a été décidé de dévier la voie ferrée vers la gare actuelle. 1967 également, c'est le moment où on a décidé que l'axe Toulouse-Auch ne passerait plus par le vieux centre, mais par la 2 fois 2 voies, enfin la déviation de la RN 124 a été décidée aussi en 1967. Voilà. Vous observerez ici qu'on a cette route qui semble correspondre à la voie ferrée qui existait. Eh bien, en fait, ici, vous avez la maison du garde-barrière. Donc là, sur ce cliché, on appelle ça la route de Bayonne. Alors vous avez compris pourquoi, puisque après Auch, on continue jusqu'à Bayonne. Et ici, vous avez donc le passage à niveau qui coupait finalement le village et qui permettait donc du coup de la circulation du train jusqu'à la gare. Et ça coupait la rue d'Auch qui se poursuivait ensuite par l'allée actuelle du Comminges. On reconnaîtra ici un établissement qui correspond aujourd'hui à un restaurant. Hein. Et avant ce restaurant, eh bien, vous aviez, alors je vais vous le dire tout de suite, un forgeron qui s'appelait Census. Voilà, je cherchais son nom. Vous aviez ici l'atelier d'un forgeron de Colomiers. Alors, me semble-t-il, j'ai relevé en tout cas, mais c'est peut-être, voilà. Ah, juste avant? D'accord, ok. Ah, c'est possible. Alors, il y a peut-être des petites erreurs sur le livre de carte postale de 84, parce que j'ai retrouvé ça sur le... Celui-ci, là? Là, c'était le garage Hardy. Ah oui, mais le garage Hardy, oui, mais beaucoup plus tard. Mais avant, les Census a toujours été... D'accord. Parce que, oui, effectivement, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait Census qui a été remplacé par les motos Hardy et ensuite par les caves de Mado. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le restaurant Le Gindalé. Mais moi, c'est que ce que j'ai trouvé sur le livre de carte postale qui indiquait cela. Alors, c'est peut-être une erreur, effectivement. Voilà. C'est possible. D'accord. Donc, vous avez une vue plus actuelle. Alors, je me suis placé exactement au même endroit. Et donc, on a ici la maison du garde-charpêtre. On a ici le garde-barrière, tout à fait. Voilà. Et eh bien, voilà, hein, on va. Qu'est-ce que je vérifie si j'ai rien oublié? Voilà. Oui, alors aujourd'hui, cette maison blanche, elle existe encore. Et c'est aujourd'hui, c'est une annexe de la maison des transitions écologiques. Exactement, tout à fait. Donc c'est l'annexe de la maison des transitions écologiques, et là, sur ce cliché, elle est encore en construction. Exactement. Alors maintenant, on va retourner sur le grand chemin, et on va retrouver un cliché qu'on a vu tout à l'heure. C'est d'ailleurs la première carte postale que je vous ai présentée, où on est rue d'Auch, ici rue de Tournefeuille, ici vous avez la Petite Mare, on retrouve le café, l'axe qui permet d'arriver à la rue Gillet. Alors ce qui est intéressant sur cette photographie, ou Colomiers-Las-Planes, c'est que vous avez ici le moyen de transport, on est au temps des diligences, et plus précisément au temps de l'omnibus. Alors l'omnibus, c'était le moyen de transport qui permettait de relier Toulouse à Colomiers. Et ces omnibus, ils étaient gérés par une société qui s'appelait la société Ponce. Vous voyez, ça fait un petit lien avec la place Firmin-Ponce. Et donc là, on est avant l'inauguration du tramway, mais ce que je voulais vous expliquer, c'est que en 1900, eh bien, cela fait déjà de nombreuses décennies que cette ligne existe, et il existait en fait
sur ce réseau une liaison qui était assurée 2 fois par jour. Voilà. Il y avait un omnibus qui partait de la place de la Bourse, à côté de la place Esquirol, tous les matins à 8h, et qui partait pour la place de la Bascule, qui était en quelque sorte le terminus columérin pour cette liaison. Et il y avait une deuxième ligne une deuxième liaison qui était assurée à partir de 15h. Voilà. Donc on pouvait aller 2 fois par jour en omnibus, faire l'aller-retour pour Toulouse. Et le marchand de foin Bouffartigue, qui se trouvait sur la place de la Bascule, pouvait prendre soin des chevaux en attendant le voyage du retour, par exemple. Donc ça, c'est le réseau d'omnibus qui a été créé en 1863 et qui existait à Colomiers avant une énorme révolution, l'arrivée du tramway. Donc on va parler maintenant de l'arrivée du tramway à Colomiers. Le tramway électrique. Alors pourquoi c'est important de électrique ? Parce qu'en fait, il existe un réseau de tramway hippomobile à Toulouse depuis de très nombreuses années, qui est dirigé aussi par la société Ponce, qui a reçu la concession à la fois pour l'omnibus et qui ensuite reçoit la concession pour le réseau de tramway. Mais c'est d'abord un réseau de tramway hippomobile, c'est-à-dire tiré par 2 chevaux. Alors j'ai trouvé quelques clichés un peu anciens de ces tramways hippomobiles que je vais vous montrer ici. Voilà à quoi ressemblaient les tramways hippomobiles qui circulaient dans Toulouse. Mais Colomiers n'a jamais connu ça. Colomiers en 1913, c'est le top du top de la technologie de l'époque. C'est le tramway électrique directement. Alors c'est vrai que Colomiers aura son tramway assez tard, en 1913. Le tramway est inauguré en 1913 en présence du tout Colomiers, alors que le tramway hippomobile circule déjà depuis plusieurs décennies à Toulouse. Donc Toulouse a été desservie un peu sur le tard par ce mode de transport. Et donc cette carte postale, Colomiers-Las Planes, place Firmin-Ponce. Pourquoi ? Parce que ce cliché, c'est le jour de l'inauguration du tramway. Donc c'est l'arrivée du tout premier tramway qui a été photographié et immortalisé sur ce cliché. Donc c'est le tout premier tramway arrivant à Colomiers. Alors j'avais noté qu'on est le jeudi, mais je ne sais plus 30 octobre 2013. Voilà. Donc le jeudi 30 octobre 1913, bien sûr, le jeudi 30 octobre 1913 arrive le tout premier tramway sur la place Firmin-Ponce qui constitue le terminus. Et c'est non pas Eugène Ponce qui est présent, mais son fils qui s'appelle Firmin. Et donc c'est lui le responsable de la société de transport de Toulouse qui va donner son nom à la place donc Firmin-Ponce. Parce qu'il a succédé à son père qui était décédé quelque temps avant. Et donc vous avez ici le premier tramway en présence de la municipalité et d'un très grand nombre de columérins qui sont curieux de voir ce premier mode de transport. Donc là vous avez Firmin-Ponce. Et sur cet autre cliché, on voit, comme on le voyait tout à l'heure justement, le tramway qui s'apprête à entamer sa courbe pour pouvoir entrer dans la rue Gillet. Alors sur ce cliché, je l'ai trouvé intéressant, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, on est toujours sur la rue d'Auch, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici les poteaux électriques, toutes les installations. Chaque tramway était équipé d'une perche qui permettait de se connecter avec le réseau électrique. Voilà. Et on voit également les rails du tramway. Donc c'est pour ça que j'ai retenu cette carte postale, parce qu'elle montre vraiment un peu plus le détail que sur d'autres clichés où on voit à peine les installations qui permettent la circulation. Attention, le tramway n'a pas éliminé le cheval. On voit toujours ici des charrettes. Il faut savoir qu'en 1925, à Toulouse, il y a des milliers de chevaux qui sont encore utilisés. Donc on peut parier qu'à Colomiers, même s'il y a le tramway, on utilise toujours les modes de transport plus ancestraux dans les années 1900. On va voyager un petit peu le long du tramway. Donc là, on arrive place de la mairie, tout simplement. On est place de la mairie. On voit ici l'école, qui sera plus tard l'école des garçons et l'école des filles. On voit ici les rails. Ensuite, on arrive vers l'église Sainte-Radegonde. Et enfin, le terminus
place Firmin-Ponce, c'était bien indiqué, juste à côté du reposoir. Et donc là, vous avez le tramway, avec ici une dame qu'on appelait la receveuse, c'est-à-dire c'est celle qui était chargée d'accueillir les clients, de faire payer donc le prix. J'avais retrouvé que c'était 40 centimes l'aller-retour à l'époque, bon, de francs. Et vous avez aussi le conducteur. Alors il y a certaines anecdotes qui nous disent que les conducteurs en hiver, parce que vous voyez qu'ils étaient en plein air en fait, ça ne sera vitré que dans les années 30, quelque chose comme ça, mais en tout cas entre 1913 et les années 30, les conducteurs conduisaient à plein vent. Et donc les anciens columérins disaient qu'ils étaient toujours frappés en hiver de voir les conducteurs équipés d'énormes manteaux de fourrure, avec des casquettes en fourrure, des gants, etc. Et disait-il qu'ils avaient l'impression de voir des ours en train de piloter voilà, les engins ultra-modernes pour l'époque. Alors voici un autre cliché où on voit toujours le transport. Alors quand même, je vais vous donner quand même quelques éléments sur ce tramway. Ce tramway, eh bien, la motrice pouvait transporter 40 passagers, ce qui était quand même assez conséquent. Mais on pouvait lui adjoindre une remorque qui, elle, pouvait transporter 30 voyageurs supplémentaires. Ensuite, les dimensions, c'était 9,6 km de tramway électrique entre donc, eh bien, la place Esquirol et Colomiers, puisqu'il y avait une liaison Colomiers-Esquirol. Alors, si on fait les calculs, 25 km/h, 9,6 km, ça nous fait à peu près du 40 minutes. Voilà. Sauf que les choses n'étaient pas aussi simples. Quand on interrogeait dans les années 70 les anciens columérins, certains rapportaient que quand il gelait en hiver et qu'on arrivait en bas de l'allée du Naurouse, les motrices patinaient. Et donc, que demandait l'ours qui pilotait l'engin ? Il disait, non, alors quand même pas, mais il disait aux columérins, enfin tous les voyageurs, de sortir, de suivre à pied la locomotive, enfin le tramway, pardon, la motrice donc, pour ensuite remonter dans le tramway. Donc vous imaginez que les 40 minutes, elles n'étaient pas tout à fait tenues. Puis un autre élément aussi, c'est que c'était une voie unique. Les trains ne pouvaient se croiser qu'à certains endroits. Et donc pour se croiser, les trains le faisaient à l'aiguillage de Purpan. Donc quand un train partait de Colomiers et qu'il arrivait à Purpan, il devait attendre que le train venu d'Esquirol passe pour pouvoir se croiser et poursuivre sa route. Donc voilà, les 40 minutes, on va dire que c'était pas tout à fait tenu. Alors pour finir cette promenade dans Colomiers, avant de... Voilà, parce que j'aurais pu tenir plus longtemps, mais bon, il faut quand même... On va finir avec la première voiture de Colomiers, quand même. Alors la voiture de Colomiers, il faut savoir, c'est en 1906 que la toute première voiture circule dans Colomiers. Donc il y avait déjà des voitures qui circulaient à Toulouse, mais en 1900, beaucoup de columérins n'avaient jamais vu de voiture. Voilà. Et donc la toute première voiture, ça va être la voiture de Monsieur Sadger, qui était un peu une figure, voilà, entre guillemets, des personnalités un petit peu riches et aisées. Et donc c'était le premier qui, avec fierté, pouvait circuler à bord de cette zèbre monocylindre. Et c'est la première voiture qui a circulé donc à Colomiers. Et ce Monsieur Sadger, donc, il était le propriétaire, et d'ailleurs ça n'a pas changé, c'est toujours la même famille qui se trouve depuis 1852 dans le château du Garoussal, le domaine du Garoussal, qui existe encore aujourd'hui sur la route de Cornebarieux. Et donc on le voit à bord de cette magnifique voiture. Et avant de clôturer, je dirais que assez rapidement, la municipalité s'est inquiétée du trafic. Et la municipalité de Colomiers, en 1912, va prendre une décision extrêmement importante. Elle va mettre en place la première limitation de vitesse de la ville à 10 km/h. Voilà. Et donc, rue d'Auch, il est interdit de circuler à plus de 10 km/h. Voilà. Donc, c'est assez étonnant quand on voit la quantité de voitures qui roulaient à Colomiers. Voilà, ben, je vous remercie. On va terminer comme ça. Merci beaucoup.